Salut à tous, aujourd'hui on débriefe le nouveau Marvel, Thor Ragnarok. Après un deuxième opus plutôt décevant, il semblerait que les studios Marvel avaient à cœur de se racheter et ça donne un film avec un style différent et un humour plus poussé. Certains crient à la trahison du personnage original, d'autres sont conquis, on en parle tout de suite dans l'analyse. Alors, avant de vous pitcher brièvement l'histoire, je voulais juste faire un petit rappel bref sur Thor dans les comics. Donc, c'est un personnage créé par Stan Lee et Jack Kirby en 1962. C'est un personnage assez secondaire qui n'a pas une importance folle et qui, au contraire, on lui donne une belle importance avec les multiples adaptations qu'on croise au cinéma. Pour ce qui est de l'histoire du film Thor Ragnarok, c'est un mélange de plusieurs comics. L'histoire principale avec Hela, Asgard, etc. Est adapté d'un comic qui s'appelle Thor Ragnarok pour le coup, mais toute la partie qui se passe sur Sakaar avec Hulk Co, ça c'est un comics de Hulk qui s'appelle Planète Hulk et c'est là où on assiste notamment au fameux combat de gladiateurs entre Hulk et Thor. Donc les multiples sources d'inspiration expliquent qu'il y ait plusieurs histoires qui s'entrecoupent. L'histoire principale qui est l'affrontement contre Hela. Il s'agit en fait de la sœur aînée de Thor et Loki qu'on découvre suite à la mort d'Odin. La présence d'Odin en tant que roi d'Asgard protégeait jusque-là la ville du pouvoir diabolique d'Hela qui est la déesse de la mort, et les deux frères vont devoir s'allier pour la combattre et donc protéger la ville. Sauf que la première rencontre entre Thor, Loki et leur grande sœur donc va très mal se passer et va précipiter l'histoire dans une toute autre dimension. Le résultat du combat est sans appel puisque avec un pouvoir immense, elle arrive d'une main à émasculer Thor complètement et donc à lui briser son marteau. Il se retrouve comme un enfant sans son jouet, il est complètement perdu et surtout il est précipité dans une autre aventure. Il dérive dans l'espace et se retrouve avec son frère sur la planète Sakaar. Sakaar qui représentera un obstacle à franchir avant d'aller mener le dernier combat face à Hela, puisque là on se retrouve dans la partie plus comics Planète Hulk. L'activité principale c'est le combat de gladiateurs. Il va devoir affronter Hulk et surtout lui faire prendre conscience qu'ils sont amis pour ensuite s'allier et aller vaincre Hela à Asgard. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin dans l'analyse du film, on commence par un petit retour sur le réalisateur. Ça va aller assez vite puisque c'est hyper étonnant. Il s'agit d'un petit nouveau dans Hollywood, quelqu'un qui n'a pas encore vraiment fait ses preuves et qui n'est pas vraiment reconnu à Hollywood. Taika Waititi, c'est un néo-zélandais. Il a quand même été, je suis un peu dur avec lui, il a quand même été nommé aux Oscars du court-métrage et a eu des gros succès dans son pays natal. Mais on peut quand même s'étonner et c'est plutôt cool que les studios Marvel ouvrent grand leurs bras à un réalisateur qui n'a pas vraiment fait ses preuves dans le domaine. Surtout que pour le coup, et on va en parler dans la suite de la vidéo, c'est plutôt une réussite. Alors ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que le Thor Ragnarok, c'est un film ancré dans l'univers Marvel, mais peut-être encore plus que n'importe quel film. Il est vraiment au carrefour entre ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après. On croise énormément de personnages de l'univers Marvel, comme dans chaque Marvel, mais là c'est quand même assez varié. On fait un éventail de beaucoup de personnages importants qui ont eu le droit eux-mêmes à des films. On croise d'abord dans une scène très marrante le Docteur Strange, joué par Benedict Cumberbatch, hyper chaud à dire. On se souvient qu'à la fin du film Doctor Strange, on voit justement débarquer Thor. Donc là, c'est vraiment une scène miroir et c'est très bien réussi. Mais là où le film explore à fond la veine Marvel, on est en train de tisser une toile et qu'il y a plein de connexions qui sont en train de s'établir, c'est que ce film-là, il est profondément ancré dans le monde Avengers. Forcément Hulk, qu'on voit une grande partie du film et qu'on découvre donc sur la planète Sakaar, dans une scène qui restera mythique quand même, puisqu'il s'affronte dans une immense arène. Thor ne connaît pas son adversaire jusqu'au moment où il le voit débarquer en furie, tout vert, tout gros, donc c'est pas Bruce Banner. Et ça donne une scène hilarante où il hurle de joie en disant on se connaît machin, pendant que Loki lui est en panique et dit il faut absolument que je quitte cette planète. Elle est ouf cette scène. Donc non seulement on a deux Avengers qui se retrouvent face à face, mais les réactions de chacun montrent les histoires passées. S'il y a des liens physiques entre des personnages des Avengers, il y a aussi des allusions, des évocations, même des blagues. Tony Stark est présent puisque on retrouve le vaisseau des Avengers sur la planète Sakaar. Il faut un code d'activation et on reconnaît là l'humour de Tony Stark et aussi son petit côté un peu pince sans rire. Thor essaye de vraiment activer le vaisseau avec sa voix et donc de chercher son nom et comment Tony Stark aurait bien pu l'appeler. Il se trouve qu'il l'a appelé Point Break. Un clin d'œil au fait que l'acteur Chris Hemsworth est australien et ça c'est assez cool. Il y a une prise de recul et une autodérision qui est vraiment marrante. Donc quand je vous dis qu'on est au carrefour des anciens Avengers et des prochains Avengers, c'est-à-dire que oui, on est en train de tisser une toile pour reconnecter avec le passé des Avengers, mais ça annonce aussi les futures aventures des Avengers, notamment le film Infinity War, où on sait que le trailer a leaké et qu'on sait depuis cette fuite
que c'est Thor qui rencontrera en premier les Gardiens de la Galaxie. C'est d'ailleurs clairement confirmé dans une des scènes post-génériques où on voit Loki et Thor parler dans leur vaisseau, sauf que sur leur route, ils croisent un vaisseau immense et qu'on reconnaît tout de suite le vaisseau de Thanos, le grand méchant des Gardiens de la Galaxie. Donc c'est d'abord un lien en termes de personnages et d'évocation, de rencontres de personnages avec le monde Marvel, mais aussi dans la manière de construire le film. C'est clairement un Marvel, on ne peut pas se tromper. On est clairement dans la veine des aventures épiques de tous les Marvel. Il y a des scènes d'action partout qui sont incroyablement bien réalisées. Pour le coup, c'est hyper beau esthétiquement. Et un gros big up au grand méchant sous tour qui est fait en lave ou en flamme, ou qui est hyper bien fait. C'est aussi, comme dans tous les Marvel, comme dans tous les films de super-héros, un grand méchant. Là, c'est une grande méchante, et là, interprétée par Cate Blanchett, qui est magistrale comme d'habitude, qui fait vraiment très peur, très puissante, un costume hyper bien fait. Et puis comme je l'ai dit un peu avant, c'est toujours aussi une quête principale où forcément tu as des embûches, et donc tu as des petites quêtes dérivées qu'il faut résoudre avant d'atteindre le grand méchant. Il faut tuer, c'est comme dans les jeux vidéo, il faut tuer les petits boss avant de s'attaquer au grand boss. Et enfin, ce qui fait de Thor Ragnarok un film Marvel par excellence, c'est la psychologie du personnage de Thor. On voit très bien qu'il y a le côté « j'ai perdu mon père », j'ai besoin de le venger, mais en même temps c'est une quête de moi-même, je suis à la recherche de mon identité, etc. Ça c'est classique Marvel. Donc quête d'identité et en plus émancipation, apprendre peu à peu à découvrir son pouvoir et l'ampleur de son pouvoir, c'est typique des Marvel aussi. Alors oui, Thor Ragnarok a sur le papier tout du Marvel classique, mais il a quelque chose en plus et quelque chose de différent surtout, c'est l'humour. Un humour décomplexé, une autodérision. Le film se moque de lui-même et se moque de la franchise qu'il représente. On avait déjà retrouvé ça dans un autre Marvel, mais qui mettait en scène des personnages un peu moins iconiques des comics, qui étaient les Gardiens de la Galaxie. On est vraiment dans cette veine-là, où ça peut être humour prout-prout, ça peut être des punchlines à gogo, et c'est aussi, on se moque de Marvel et du côté pseudo-sérieux, on est là pour sauver l'univers. Les gags potaches en mode pipi-caca, les bonnes vannes à la Jean-Marie Bigard, il y en a partout. Pensez à la Valkyrie, qui sort de son vaisseau, qui déboule et qui dit « cet homme est à moi » et qui en fait est trop bourré et se boite et tombe de son vaisseau. L'énorme trou qui aspire les choses sur la planète Sakaar et qui s'appelle quand même l'anus de Satan, ça s'invente pas. Et puis la vanne qui personnellement m'a fait le plus rire du film, c'est au tout début quand Thor est suspendu à une chaîne et tourne, et donc il est en train de parler au méchant, et au moment où il lui fait dos, il fait « attends, je reviens », c'est juste à hurler de rire. Mais c'est aussi des punchlines, comme je l'ai dit, des punchlines, il y en a partout. Il y a un rythme humoristique qui est ouf. Je pense à, par exemple, l'anecdote de Thor qui raconte son enfance quand ils avaient 7-8 ans avec Loki, et qui lui faisait des blagues où il se déguisait en serpent. Je pense au coup où ils sont en plein milieu, c'est la fin du monde, ça part dans tous les sens, et ils essayent de trouver un nom à donner à leur équipe que forment Hulk, Thor et la Valkyrie, et ils tombent sur les Revengers. J'ai beaucoup trop rigolé. Et ça passe aussi, comme je l'ai dit, et ça pour moi c'est le truc le plus important, et certains n'aimeront pas, d'autres en sont fans, c'est vraiment l'autodérision et la manière de se moquer de la franchise Marvel. Et ça passe par des scènes qui sont à hurler de rire. L'intro, j'ai trouvé l'intro hyper cool. On retrouve Thor dans une cage et il s'adresse directement à nous et il nous dit « ouais, vous attendiez pas à retrouver un super-héros dans cette position aussi merdique, c'est-à-dire prisonnier dans une cage avec un squelette ». Et en fait, il faut savoir être capturé parfois pour arriver à ses fins. Et cette autodérision, elle est partout dans le film. Combien de fois Thor répète « c'est ce que font les super-héros, c'est ce que doivent faire les super-héros ». Quand il annonce qu'il est parti, c'est ce que doivent faire les super-héros, il doit fuir cette planète machin, et qu'il lance la balle contre la vitre et qu'il se la reprend en pleine gueule, ce qui interrompt sa punchline de super-héros. C'est exactement ça, et ça marche, mais du tonnerre. Pareil pour la plastique même du super-héros, on voit que le mec est hyper gaulé, hyper musclé, etc. Il a ses cheveux longs qu'il adore, dont il est fier, et manque de peau pour combattre, pour être un gladiateur. T'as un vieux gars qui va lui couper, et c'est le drame de Thor. Et ça, c'est hyper bien, c'est une prise de recul par rapport au sérieux que Marvel avait parfois un peu trop. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est en plus soutenu par des millions de références et une esthétique très pop culture. C'est juste hallucinant le nombre d'évocations et de références que fait ce film. Il y a un peu de Star Wars, on est obligé d'en voir un peu. Il y a dans le côté autodérision dont je viens de parler, il y a du côté Fast and Furious, genre on se moque nous-mêmes de ce qu'on est en train de faire dans une franchise qui est délirante. Il y a tous les références aux films de super-héros, notamment Gardiens de la Galaxie, on est vraiment dans ce même univers. Et puis il y a tout ce côté culture geek, un peu kitsch, un peu vintage, qui est devenu à la mode depuis justement les Gardiens de la Galaxie, mais aussi des séries comme Stranger Things. On retrouve d'ailleurs une BO un peu pareille au synthé, un peu à la John Carpenter. Même ça tient du jeu vidéo, on pense à God of War par exemple. Ça tient d'un univers qui est beau, qui est geek, qui est pop, qui est vintage, et tout ça, tout ce cocktail,
ça nous en met plein les yeux et on peut que aimer. Toute cette idée d'autodérision est en plus appuyée par une chose qui est primordiale dans ce film, c'est la relation entre les personnages et la construction des personnages eux-mêmes. On en parle tout de suite. Première chose à dire, le casting. Le casting est juste incroyable, on retrouve un nombre de stars au mètre carré qui est juste hallucinant et c'est ça aussi qui forcément joue en la faveur du film. Chaque personnage incarne un certain type de caractère et l'exploite à fond. On a bien sûr Thor d'abord, en mode un peu Flash Gordon, le bourrin un peu bébête mais qui l'assume et qui en joue. Pour le coup, Chris Hemsworth montre qu'il a un vrai sens de la comédie et ça fonctionne bien. On a Loki comme d'habitude dans son rôle de méchant, gentil, un peu cynique, désabusé, qui monte des millions de plans et qu'au final il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent. On a Hulk forcément qui est dans une de ses apparitions récentes les plus abouties et les plus cool. On rappelle qu'il n'y a pas eu de film depuis 2008 et ce qu'on peut appeler d'ailleurs le drame Edward Norton puisque le film était catastrophique. C'est un personnage qui est un peu émouvant dans le film parce qu'on sent qu'il ne le contrôle pas et quand il est Hulk il est stupide, il est borné, il est animé par la rage et quand c'est Bruce Banner il est peureux. Donc c'est vraiment hyper abouti et assez cool et on en redemande, on aimerait bien un film. On a le grand maître, personnage coup de cœur pour moi, joué par Jeff Goldblum qui a l'habitude de jouer vraiment les mecs un peu cyniques et drôles dans les films d'action. On se rappelle son rôle dans la franchise Jurassic Park ou au moins dans le premier Jurassic Park où il faisait que des vannes au moment où la situation était catastrophique. Et là il incarne donc le dirigeant de la planète Sakaar et donc c'est vraiment le mec hyper nonchalant, l'enfant pourri gâté, sadique. Il joue de la musique en vous parlant, il a son liquéficateur pour punir les gens, c'est juste à hurler de rire et de A à Z le mec est trop drôle, même dans la deuxième scène post-générique. Et enfin Kurg qui est un peu vous savez le monstre fait de cailloux, qui est d'ailleurs la voix, c'est Taika Waititi le réal, et donc lui avec son accent de mec un peu d'Angleterre du Nord, de Newcastle, qui a fumé 3 joints et qui veut mener des révolutions, c'est juste à hurler de rire. Il a une toute petite voix comparée à son corps tout musclé, c'est trop drôle. Et puis après au casting, il y a forcément des personnages qui sont moins drôles et qui sont là pour être les bad guys en tout cas. Il y a d'abord Ella, la grande méchante, interprétée par Cate Blanchett, comme d'habitude au top, aussi bien physiquement d'ailleurs que dans l'interprétation. C'est la déesse de la mort dans un monde où les gens ont quand même pas mal de mal à mourir et sont plus ou moins immortels. Elle représente un grand danger. C'est une vraie méchante super puissante comme on les aime. Comme d'habitude, elle a son lieutenant, son fidèle lieutenant, qui là ici est Scourge, qui est un personnage un peu taiseux dans le film, on sait pas trop ce qu'il pense, et qui, clin d'œil, joue quand même le rôle d'Éomer dans Le Seigneur des Anneaux, qui est personnellement un de mes personnages préférés. Et on finit avec un dernier personnage qui est peut-être le seul personnage sérieux du monde des gentils, c'est Heimdall, joué par Idris Elba. C'est le mec qui quand même est sacrément balèze puisqu'il arrive à protéger la moitié de la ville d'Asgard à lui tout seul et à défoncer tout le monde et à les garder en vie le temps que Thor arrive. Pour conclure cette analyse, je suis obligé de parler de l'autre versant de ce côté humour et autodérision qui définit le film Thor Ragnarok. C'est ce côté perte d'intensité, trahison pour certains du personnage original. Le fait de balancer énormément d'humour, ce qui n'est pas pour me déplaire, il y a beaucoup de vannes, il y a beaucoup de rythme, on rigole, il y a des scènes d'action, etc. On rigole même à l'intérieur des scènes d'action, mais tout ça fait perdre beaucoup d'intensité tragique sur les Marvel. On est quand même, normalement, dans l'essence des films, c'est le combat du bien et du mal, il y a des morts, il y a des choses sérieuses et des choses qu'on ne peut pas trahir et sur lesquelles on ne peut pas rigoler. Et là, Thor se permet de rire sur absolument tout. Donc on peut comprendre que certains puissent pousser un coup de gueule et dire déjà de 1, Thor dans les comics c'est pas un marrant. Dans le premier film de Kenneth Branagh c'était pas un marrant, c'était un film plutôt sombre d'ailleurs. Et donc là on est tombé dans vraiment un space opéra un peu comme dans Les Gardiens de la Galaxie et c'est dommage. Et deuxièmement, on ne peut pas rire sur tout et ça fait perdre en intensité. C'est le cas par exemple de la mort d'Odin. Odin il disparaît comme ça d'un clin d'œil et honnêtement de la manière dont c'est tourné, on s'en fout. Donc c'est un peu dommage et pour certains, c'est une vraie trahison et c'est le côté mauvais de ce film. Moi personnellement, je suis un peu entre tout ça, on en parle tout de suite dans le verdict. Pour ce film, j'ai donné la note de 7 sur 10. Je vous explique pourquoi. Je suis plutôt du côté de ceux qui sont pour et qui ont été fans de cette touche humoristique qui a été distillée tout au long du film Thor Ragnarok. On a beaucoup de Marvel par an et ils ont tendance pour moi trop souvent à se prendre trop au sérieux et à essayer d'amener un côté faussement tragique qui les dessert. Ici, l'humour, il a pour avantage incroyable d'amener beaucoup de rythme, d'amener des sourires et de valoriser certaines scènes d'action puisqu'en mélangeant action et humour, on est vraiment
à fond dedans de A à Z et il y a vraiment peu de temps mort dans ce film et c'est ça aussi que j'ai apprécié. Et le côté négatif, forcément, j'en ai parlé dans l'analyse. Si plus rien n'est sérieux, l'essence du Marvel, on y perd un peu et c'est une trahison un peu de l'état d'esprit Marvel de départ et ce qu'on a voulu insuffler dans les comics où il y avait parfois des zones d'ombre et c'était cool, un jeu entre l'ombre et la lumière et là on est vraiment dans du fun, du gag et c'est peut-être un peu trop. En conclusion, pour ceux qui voudraient voir un space opéra drôle, mélange d'action et d'humour à la Gardiens des Galaxies, foncez. Pour ceux qui sont plus dans le côté sombre du Marvel et qui veulent vraiment explorer une psychologie et un côté affrontement du bien et du mal, vous serez peut-être un peu déçus. Voilà, c'est tout pour l'analyse du film Thor Ragnarok. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une semaine blindée. Dès lundi, analyse de l'épisode 2 de The Walking Dead. Mardi, on parlera de la 2e saison de Stranger Things. Et jeudi, on parlera du film Jigsaw qui a créé beaucoup d'attentes et je pense qu'on va à la fois s'amuser et à la fois se cacher les yeux. En attendant, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!